Bonjour à tous et bienvenue. Voici le sommaire de cette édition. Plusieurs dirigeants africains réunis à Dakar, la capitale du Sénégal, dans le cadre de la conférence internationale sur le développement durable et la dette soutenable. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a proposé des solutions pour trouver le juste équilibre entre développement durable et dette pour le continent africain. Mardi 3 décembre 2019, célébration de la Journée mondiale des personnes handicapées. Cette édition 2019 veut favoriser la participation sociale et le pouvoir d'agir de ces personnes. En Côte d'Ivoire, des actions sont menées en faveur des personnes handicapées. Le point dans le message du gouvernement. Enfin, dans ce journal également, nous allons visiter deux localités de la région du Hambol, à savoir Satama Sokoro et Satama Sokura. Merci de nous suivre. Pour commencer, l'ouverture aujourd'hui à Dakar, au Sénégal, du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, également président en exercice de cette conférence, dirige les travaux consacrés à la situation sécuritaire, notamment la lutte contre le terrorisme dans les 8 pays membres de l'UEMOA. Alors pour le président de la République, Alassane Ouattara, également président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, les 8 pays membres doivent être solidaires face à l'insécurité grandissante dans la région. Écoutons le chef de l'État ivoirien. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, nos assises se tiennent dans un contexte où, en dépit des avancées que nous enregistrons au plan économique, les menaces à la paix et à la sécurité se font de plus en plus pressantes. J'en veux pour preuve les crimes odieux perpétrés qui ont endeuillé ces derniers mois certains de nos pays frères. Je voudrais présenter nos sincères condoléances ainsi que notre solidarité à nos frères du Burkina, du Mali, du Niger et à nos partenaires, notamment la France, qui paie un lourd tribut dans cette lutte contre le terrorisme. La situation que traversent nos pays rappelle plus que jamais l'importance de la solidarité entre les États membres de l'Union et le défi majeur que constitue l'insécurité pour atteindre les objectifs de développement de notre Union. Je voudrais, en votre nom, à tous, saluer l'action du comité de haut niveau sur la mise en œuvre du chantier paix et sécurité placé sous le leadership du président Macky Sall. Je tiens également à saluer les initiatives prises qui concourent à rendre opérationnel le G5 Sahel. Ces avancées sont absolument nécessaires pour faire face aux menaces afin de nous permettre de relever ensemble le défi de la stabilité, de la paix et de la sécurité dans notre Union. Toutefois, à la pratique, ces initiatives restent confrontées aux problèmes de financement. Il nous faut donc trouver des moyens de financement alternatifs et durables afin de faire face à ces défis. À cet égard, je salue notre engagement. Dakar, la capitale sénégalaise, a aussi accueilli hier la conférence internationale sur le développement durable et la dette soutenable. Plusieurs dirigeants africains, dont le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ont participé à cette rencontre. Pour Alassane Ouattara, la transformation des produits agricoles comme le cacao pourrait aider à faire face à la question de la dette. Plus de précisions dans ce reportage de Jérôme Kofi Abola. Le Sénégal, en sa qualité de pays co-organisateur de cette conférence avec le FMI, c'est par conséquent le chef de l'État sénégalais Macky Sall, soutenu par la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, qui a eu l'honneur de présider la séance. Il a saisi cette occasion pour saluer la pertinence du thème choisi à cet effet. En organisant ces assises sur la thématique dette et développement, nous voulons offrir l'occasion d'échanges approfondis, d'échanges
posé et serein sur une question qui a toujours été et qui restera essentielle en matière de politique économique. En effet, dans l'histoire des nations, la question de la dette des États a souvent nourri interrogations et débats, voire controverses, aussi bien entre spécialistes qu'au sein des opinions publiques. Occasion également pour le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, présent à cette rencontre, d'indiquer que la question de la dette peut trouver solution par l'industrialisation des matières premières telles que le cacao, à titre d'exemple. Pour le chef de l'État ivoirien, il faut dans ce cas donner la primauté au commerce. Je donne la priorité au commerce parce que le problème de fond que nous avons, c'est le problème de la rémunération de nos matières premières et leur transformation. Prenez le cas du chocolat et du cacao. Alors, le cacao que nous produisons, 40% de la production mondiale, pour 100 milliards de chocolat vendus, en réalité, le producteur ne reçoit que 6%. Pour 100 milliards, le producteur ne reçoit que 6 milliards. Alors nous fixons le prix du cacao tous les ans en donnant au minimum 20% aux planteurs, 20% du marché mondial, du prix du marché mondial, 20% aux intermédiaires et 20% en TVA. Alors, je crois que ça explique tout. Parce que si en réalité la transformation nous permettait d'avoir 15 ou 20% des ventes de chocolat, du beurre ou de la pâte de cacao, nous n'aurions même pas besoin de l'aide étrangère. Et le président Alassane Ouattara de poursuivre, cette fois dans un changement de décor, en évoquant la nécessité de la dette pour le développement. Il a toutefois précisé que cela doit se faire de manière raisonnable. C'est important de s'assurer de la viabilité de la dette et des finances publiques, bien sûr tout en tenant compte des nouvelles réalités, notamment sécuritaires. Donc je considère qu'on ne peut pas éviter de s'endetter, mais je le répète, je préfère moi mettre l'accent sur les investissements privés. Si dette il faut que ce soit des projets productifs, il faut que les montants soient compatibles avec la création de ressources intérieures pour payer cette dette et surtout que les pays qui nous aident tiennent compte de cet aspect également dans le commerce international. Je me félicite de la tenue de cette conférence sur le financement du développement qui permet de réunir tous les acteurs de la vie économique afin de partager nos expériences individuelles et de trouver dans une démarche concertée des idées nouvelles pour relever les défis du financement du développement. Au moins 5 tables rondes ont été prévues pour le déroulement des travaux visant à trouver le juste équilibre entre développement durable et dette soutenable. L'une des thématiques est comment rendre le financement privé réellement transformateur. Le président Alassane Ouattara, arrivé ce lundi même à Dakar pour sa participation aux travaux, et ses pairs voient en cette rencontre l'un des moyens sûrs face aux nombreux défis à relever. Revenons en Côte d'Ivoire où l'État vient de renforcer le parc automobile des transporteurs du Centre-Nord. En effet, 22 véhicules neufs, notamment des cars et des camions, leur ont été offerts. Cette cérémonie de remise de véhicules a eu lieu en marge de la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans la région du Hambol. Le point avec Mahama Traoré. La visite d'État du président de la République n'a pas seulement apporté du bitume neuf aux populations du Hambol, elle a aussi apporté des véhicules neufs, notamment des autobus pour faciliter le déplacement des personnes et des poids lourds pour le transport des marchandises. Au total, 22 véhicules, dont 12 pour le département de Katiola, 7 pour Dabakala et 3 au profit des transporteurs de Niakara. La région du Hambol bénéficie ainsi du vaste projet de renouvellement du parc automobile initié par le ministère des Transports. Toutes les régions auront à peu près donc une trentaine de véhicules. Ce que nous avons demandé aux transporteurs, c'est de s'organiser en coopérative.
c'est vite qu'il y a des querelles de syndicats. Nous allons former les gestionnaires, former l'ensemble des chauffeurs qui vont être utilisés sur ces véhicules. Les transporteurs ont acquis ces véhicules par des prêts facilités par le Fonds de développement du transport routier. Comptés entre 40 et 55 millions de francs CFA selon le type d'engin, payable sur 5 ans. Pour les bénéficiaires, c'est une bonne affaire. Il vaut mieux avoir un véhicule neuf à un prix un peu cher que d'avoir un véhicule désossé à un prix qui n'est pas cher, mais qui va exposer la population, qui va exposer le conducteur, qui va exposer l'investissement du transporteur. Normalement, en cas de bonne gestion, on doit pouvoir faire face donc au règlement de ces traites et c'est tout le bonheur que nous souhaitons aux acquéreurs. Environ 600 voitures ont déjà été remises aux transporteurs dans le cadre du projet de renouvellement du parc automobile. Le ministère des Transports prévoit la mise à disposition de 200 autres durant les mois de décembre et de janvier. Restons dans la région du Hambol. Bientôt, les travaux de bitumage de la route venant de Boaké et traversant les sous-préfectures de Satama-Sokoro et Satama-Sokoura. C'est une promesse du président de la République, Alassane Ouattara. Je vous invite à découvrir maintenant ces deux localités du centre-nord du pays. C'est un reportage de Eugène Atoubé. Satama-Sokoro. Un visuel à l'entrée de la ville souhaite la bienvenue aux visiteurs. Venant de Boaké et traversant le Flemzi, il aura fallu 60 km de route poussiéreuse sur laquelle n'apparaît aucun obstacle majeur. Rarement emprunter l'axe Boaké-Satama-Sokoro aura été aussi aisé depuis l'existence de cette route. Usagers et populations de Satama-Sokoro ont encore le souvenir de leur parcours de combattant. Impraticable. Avec la voiture, vous ne pouvez pas, même les 4x4 ne pouvaient pas. C'est les voies qui ont été abandonnées depuis plusieurs années, on ne sait pas. 20 à l'heure, 30 à l'heure. On n'est même pas voulu arriver même 50 à l'heure, 40 à l'heure. C'est même chose, ça nous fatigue. En dépit de la difficulté d'accès à leur village, c'est toujours le cœur empli de joie que les filles, fils et cadres de Satama-Sokoro retournent chez eux. Un retour chez soi, pas souvent fréquent, mais toujours favorisé par la survenue d'événements heureux, comme lors de la visite du président de la République, Alassane Ouattara, dans cette localité. Ce jour du 29 novembre, Satama-Sokoro a fait montre d'une mobilisation exceptionnelle, comparable à la période durant laquelle, chaque année, depuis 2016, Satama-Sokoro accueille son festival annuel, le Djamala Koya. Satama-Sokoro, à ce moment particulier, devient le lieu de convergence de ces filles, fils et cadres, venus communier à la faveur des mariages collectifs. C'est notre village. Il faut être fier de ton village, quel que soit l'axe qui vient chez toi. Donc on a vu tous nos sœurs à venir au village, à assister au Djamala Koya. On veut vraiment qu'on nous aide pour la route. C'est un peu à l'image du Pakunu, en pays baoulé, disons. Nous avons voulu mettre en relief, en exergue, la culture Djamala. Le festival Djamala Koya est pour Satama-Sokoro un moyen de défense et d'illustration de la culture Djamala. Ce peuple est réparti dans deux sous-préfectures, à savoir Satama-Sokoro et Satama-Sokoura, la petite sœur, selon les populations de Sokoro. Les deux localités ont toujours entretenu des rapports de saine concurrence. Satama-Sokoura est une petite ville paisible où les populations sont encore confrontées à de nombreux manques en termes de développement. Malgré l'existence d'infrastructures socio-économiques de base, la vie y est dure et, chose frappante, Satama-Sokoro n'abrite plus de marché depuis plus de 20 ans. Quand la traite de l'Anakada arrive comme ça, là, les coupeurs de route prennent la route. Et quand tu dois voyager, tu as tout un problème pour voyager si tu as une grosse somme sur toi. C'est tout un problème. Si tu pouvais avoir une institution bancaire, pour pouvoir gérer notre argent ici, ça serait très bon. Nous avons besoin de revoir les artères de la ville par rapport au bitumage. Nous aurons souhaité avoir un marché à Satama-Sokora. La jeunesse qui est au chômage, on n'a absolument rien à Satama-Sokora pour les occuper. Et donc nous souhaiterons que l'État fasse un effort pour essayer de donner du boulot à nos enfants. Les besoins de Satama-Sokora et les préoccupations de la voisine Satama-Sokoro se répondent. Les deux chefs-lieux de sous-préfecture
distant de 22 km, assurent le rôle de miroir du peuple Djamala. Les Djamala autochtones misent sur les valeurs d'union, de solidarité et de cohésion autant que sur la responsabilité de la jeunesse pour impulser le développement de tous les villages qu'ils peuplent et aussi être acteurs participant au développement de la région du Hambol dont ils font partie. Toujours sur le ton de cette vieille et saine concurrence entretenue depuis toujours par les deux chefs-lieux de sous-préfecture. C'est ceux qui ont construit Satama Sokora qui sont encore venus construire Satama Sokora. Donc c'est dire que c'est la même famille, mais chacun veut aller de l'avant. C'est le développement que chacun de nous cherche. Par la rivalité entre Satama et Sokora, on a essayé de nous battre. Donc je demande aux jeunes aussi aujourd'hui, beaucoup doivent rester pour se reconvertir. L'agriculture peut nous nourrir, l'élevage peut nous nourrir. L'optimisation des ressources pour les jeunes, à savoir leur donner des opportunités d'emploi, surtout lutter efficacement contre l'exode rural. Si ces conditions sont remplies, je pense que nous pouvons aller à l'émergence avec nos concitoyens. La route précède le développement. Vérité bien d'actualité dans les campements, villages et hameaux que peuplent les Djamala. Et pour ce qui est vu, le bitumage de l'axe Bouaké-Satama-Sokora est pour le pays Djamala une perspective de progrès et un signe d'espoir. Cet espoir tient de ce que les Djamala font le vœu que le bitume Katula Dabakala, siège du pays Guimini, soit prolongé jusqu'à Satama-Sokora. Cela permettra le désenclavement du pays Djamala et pourra rendre encore plus facile les relations de tous ordres entre les peuples Guimini et Djamala. Autre actualité, c'est aujourd'hui la journée mondiale des personnes handicapées. Thème retenu pour cette année 2019, favoriser la participation sociale et le pouvoir d'agir des personnes handicapées. Cet événement vise à promouvoir les droits de ces personnes et les intégrer dans la vie politique, économique et culturelle. En Côte d'Ivoire, quelle action pour soutenir les personnes handicapées? Écoutons le message du gouvernement. La personne handicapée est un être fragile et elle doit être protégée. Depuis 1992, les Nations Unies instaurent une journée pour le respect de leurs droits et leur bien-être. La Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, estiment à environ 1 milliard le nombre de personnes handicapées dans le monde. En Côte d'Ivoire, ce nombre est estimé à environ 450 000 selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2014. Les personnes handicapées font l'objet de discriminations de toutes sortes en raison de leur état. Pour cette année, le thème retenu par les Nations Unies est « Favoriser la participation sociale et le pouvoir d'agir des personnes handicapées ». Les personnes handicapées sont à prendre en compte dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Le gouvernement ivoirien inscrit la question au nombre de ses priorités. En matière d'éducation, le projet d'éducation inclusive, débuté depuis 2013, vient renforcer le dispositif institutionnel existant. À ce jour, près de 500 enfants handicapés sensoriels répartis sur 13 régions ont pu avoir accès à l'école ordinaire. En matière d'emploi, il faut rappeler que conformément à ses engagements internationaux, la Côte d'Ivoire a autorisé le recrutement de 1095 personnes handicapées à la fonction publique par le mode dérogatoire. Ce nombre sera accru par le recrutement cette année de 200 autres personnes handicapées. De plus, le Code du travail adopté en 2015 inscrit la personne handicapée comme apte à travailler dans le secteur privé, et cela depuis 2018. Il y a d'autres textes en cours d'adoption selon la tutelle qui, pour une meilleure insertion des personnes handicapées dans le tissu social, souhaitent l'implication de tous, y compris des personnes handicapées elles-mêmes.
Message du gouvernement lu par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kwaku Abinan. Assurer les droits des personnes handicapées et les intégrer dans la vie quotidienne, notamment dans les entreprises, c'est l'objectif de la Journée mondiale des personnes handicapées. Mais ce but n'est pas toujours respecté. Les personnes handicapées de Côte d'Ivoire appellent donc aujourd'hui le secteur privé à faciliter leur insertion. Mamadou Kwasi. Il se fait porte-voix des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Joël Nguesson, sans détour, interpelle les responsables des entreprises du secteur privé à un respect scrupuleux de la loi du 9 mai 2018. Loi qui permet l'intégration des personnes en situation de handicap dans le tissu professionnel. C'est à nous de créer les conditions pour l'applicabilité de cette loi. En ce qui concerne les personnes handicapées, on va créer les conditions de leur formation professionnelle dès le départ. Les handicapés de Côte d'Ivoire attendent du secteur privé qu'il recrute les personnes en situation de handicap pour être en phase avec la politique sociale du président de la République, Alassane Ouattara. Je voudrais que le FDFP soit un instrument d'applicabilité de cette loi. L'un des éléments de base que nous allons mettre en place, c'est la qualification des personnes en situation de handicap. Et ça va faire partie de nos exigences pour pratiquement 2020. L'employabilité des personnes vivant avec un handicap est une question à laquelle le gouvernement attache du prix. Depuis 2017, cette frange de la population bénéficie d'un recrutement spécial à la fonction publique en vertu de la loi du 9 mai 2018. Une décision saluée par les associations de personnes en situation de handicap et d'opérateurs économiques. Des festivités organisées par la Mutuelle des sourds de Côte d'Ivoire, la MUTSI, célébrée à sa manière la Journée mondiale des personnes handicapées 2019. David Soyo et Régis Kofi. Un groupe d'amis, tous porteurs de handicap. Franck est handicapé moteur. Avec d'autres souffrant de surdité, il échange à l'aide du langage adapté sur les difficultés du quotidien. En milieu académique, ce n'est pas facile pour les personnes sourdes, par exemple, de gagner les interprètes en langue des signes. Au niveau d'accessibilité, les moteurs, ils n'arrivent pas à gravir les escaliers. Au niveau socio-professionnel, après avoir eu le diplôme, quand on va par exemple postuler dans une entreprise de la place, du fait que de ton handicap, tu es déjà mis au second plan. Pour se faire entendre, ils se rendent à la Journée internationale des personnes handicapées. Une journée organisée par la Mutuelle des sourds de Côte d'Ivoire, MUTSI. Cette rencontre est un cadre de promotion des droits et potentialités des personnes qui présentent toute forme de handicap. La promotion des personnes handicapées est très importante. Le droit de l'école, l'éducation, la santé, le droit familial, donc cela a été ratifié et nous faisons la promotion de cela. Promouvoir la participation et le rôle des personnes handicapées, faire progresser le programme de développement durable à l'horizon 2030 est le thème retenu de cette 27e édition. L'idée, informer les pouvoirs publics sur les capacités des personnes en situation de handicap pour le rayonnement d'une nation. Les malentendants ont saisi ce rassemblement pour investir Maurice Cissé, nouveau président de la Mutuelle des sourds de Côte d'Ivoire, pour un mandat de 4 ans. Des pièces de théâtre et une marche organisée récemment dans la commune d'Abobo pour dire non aux violences faites aux femmes. Cette initiative de l'ONU Femmes et de l'organisation non gouvernementale Femmes de Salem s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme pour la lutte contre les actes violents exercés sur les femmes. Didier Nguessan. Une femme battue par son conjoint. Cette scène de ménage est une simulation. En 2017, plus de 2600 cas de victimes de violences similaires ont été enregistrés en Côte d'Ivoire. ONU Femmes et l'ONG Femmes de Salem sensibilisent les populations d'Abobo sur ces violences à l'occasion de la campagne 16 jours d'activisme. Le viol endommage la chair et résonne dans les mémoires. Il peut en résulter des conséquences incontrôlables, comme une grossesse ou une transmission d'une maladie. C'est la fin d'un destin. Lorsque les députés prennent des lois, nous voulons que ces lois soient corsées, c'est-à-dire des lois répressives. Des pièces de théâtre et une marche pour mobiliser l'opinion nationale dans la lutte contre les violences sexuelles. C'est ensemble
que nous réussirons à éliminer ces actes odieux dans notre population. Nous avons foi, car la génération égalité arrive et elle est déjà là. Le fait de ne pas pouvoir se retenir au plan sexuel nous fait penser que ce sont les violeurs, ces hommes, qui sont réellement les sexes faibles et non les femmes. Cette année, le thème national met l'accent sur la tolérance zéro envers les violences sexuelles exercées sur les enfants. Un mot à présent sur cet atelier sous-régional organisé récemment dans la commune de Marcory par le Bureau international du travail. À l'ordre du jour, l'économie informelle. Plus de détails avec Astou Touré. La Côte d'Ivoire accueille l'atelier sous-régional sur l'apprentissage informel en vue d'une économie plus forte et plus inclusive. Cette rencontre vise à promouvoir le développement des compétences des travailleurs, la promotion du dialogue et du travail décent. Les études l'ont révélé, l'économie est à 93% informelle. Et dans ce secteur informel, vous retrouvez tous les déscolarisés et même ceux qui sont diplômés, certains s'y réfugient pour trouver des emplois. L'État a engagé une grande réforme de l'apprentissage. Et donc dans ce cadre-là, il faut que les dispositifs qui sont en train d'être mis en place puissent couvrir tous les secteurs d'activité de l'économie nationale. Plus de 2 milliards de personnes exercent dans l'économie informelle, avec environ 60% de la population active mondiale et 90% de l'emploi en Afrique subsaharienne. Voyant cela un moyen rentable pour les différents pays, le Bureau international du travail a initié le développement de la compétence par les apprentissages. Il s'agit ici de faire en sorte que l'apprentissage informel puisse exploiter le maximum de ses potentialités. L'amélioration du système informel ne passe pas forcément par sa formalisation, mais par l'amélioration, entre autres, des liens avec le système formel de l'enseignement et de la formation technique professionnelle. L'objectif de l'OIT, de promouvoir les opportunités pour les femmes et les hommes d'accéder à un travail décent et productif, ne s'applique pas uniquement au marché du travail formel, mais à tout type de travailleurs et d'employeurs, car c'est justement dans le secteur informel que les besoins sont les plus grands, notamment parmi les plus pauvres. Prennent part à ce forum les acteurs nationaux tripartites, État, patronat, travailleurs, partenaires techniques et financiers et d'autres participants venus du Togo et du Burkina Faso. La République islamique de Mauritanie a célébré récemment le 59e anniversaire de son indépendance. En Côte d'Ivoire, les ressortissants mauritaniens ont célébré cette fête à l'ambassade dans la commune de Cocody. Ahmed Traoré et Salima Toudia. Les ressortissants de la République islamique de la Mauritanie en Côte d'Ivoire ont célébré le 59e anniversaire de leur indépendance. L'ambassadrice de ce pays a, au cours de son allocution, prôné l'intégration africaine entre les peuples vivant en Côte d'Ivoire et l'ouverture du peuple mauritanien sur les autres peuples. Fatma Val Souena est aussi revenue sur la coopération entre les deux pays, notamment sur les échanges. Les relations bilatérales entre la République islamique de Mauritanie et la République de Côte d'Ivoire sont aussi anciennes que l'existence de deux États. Et si les relations diplomatiques entre les deux pays remontent aux premières années de l'indépendance, les liens entre les deux peuples ont été noués bien avant les années 1960. Et c'est grâce à la présence des communautés mauritaniennes et leur rôle distingué dans la représentation de la Mauritanie en tant que peuple qui incarne la paix et le savoir, et grâce aussi l'hospitalité et la fraternité du peuple ivoirien. Sentiment que j'ai ressenti moi-même et les membres de ma famille depuis que nous sommes arrivés à cette terre aussi généreux de son peuple et sa terre. Le ministre Claude Isaac Dey, qui représentait son homologue des Affaires étrangères, a apprécié le bon niveau des relations entre les deux pays. L'ambassadrice de la Mauritanie en Côte d'Ivoire a enfin souligné que son pays et la Côte d'Ivoire avaient un point en commun, la paix, d'où son encouragement à toujours aller dans ce sens. Des nouvelles sportives pour terminer. L'international argentin Lionel Messi a décroché hier le 6e ballon d'or de sa carrière footballistique. Malheureusement, pour le continent africain, l'international sénégalais Sadio Mané, qui comptait parmi les favoris après sa belle année, termine au pied du podium. Depuis le sacre du Libérien George Weah en 1995, aucun footballeur africain n'est parvenu à monter sur la plus haute marche. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.